Je suis tombé en fait sur la même étude que celle dont parle Cyril Dion. Cette étude de 2010 de ces scientifiques qui disent, voilà, si on monte à plus d'autant de degrés, on va vers l'extinction. Et où on a commencé à parler de la 6e extinction des espèces. Le vivant s'effondre autour de nous. Les populations d'insectes, par exemple, s'effondrent au sens littéral du terme. Vous voyez les chiffres, 30% des oiseaux dans les campagnes françaises en 40 ans, probablement 80% des insectes en Europe en 30 ans. Je prends vraiment ce temps de passer du chiffre au réel. C'est-à-dire je ferme les yeux et je me dis mais de quoi on est en train de parler quoi ? C'est qui ? Qui sont ces oiseaux ? Qui sont ces insectes ? Là, moi je suis apiculteur, vous voyez, c'est une année extrêmement difficile. Sans exagérer, c'est peut-être la pire de mémoire d'homme, enfin c'est même sûr, c'est la pire de mémoire d'homme connue. Un matin, j'ai pris peur, j'ai dit à mon épouse, on partait au boulot, et on prenait chacun notre sac, là, et puis j'ai dit, mais on n'entend pas les oiseaux ? Et ça m'a fait drôle, alors que c'était au printemps, et d'habitude, on a des arbres à la maison, il y a plein d'oiseaux qui sifflent le matin tôt et tout. Là, c'était grand silence. J'ai entendu d'ailleurs quelque chose pour ça de très beau, c'était dans un podcast de France Inter, où un naturaliste, je pense américain, qui chaque printemps, depuis des années, c'est un acousticien, il va écouter le son des forêts, et il dit, là ça fait 2 ans que c'est le silence. Et ça vraiment, c'est dur. Et ça là, rien quand je te le dis, hein, je frissonne, je prends conscience vraiment de cette perte. Je me laisse gagner par la réalité de la perte. Elle est là, quoi. Toutes ces espèces ont disparu. Pour moi, la question écologique, elle est absolument indissociable de la question de la justice. Et disons qu'au bas mot, si on ne voit pas tellement de problèmes pour soi, et qu'on trouve que si finalement un jour il n'y a plus d'hirondelles, c'est pas non plus... voilà, si on n'est pas pris par cette poésie des espèces, si ça nous touche, ça touche pas. Moi ça me touche, mais quelque part ça peut être un peu irrationnel, quoi. J'imagine c'est pas non plus dramatique, il y a une espèce qui disparaît, si on a eu plein au cours de l'évolution qui ont disparu, enfin... C'est la justice, quoi. C'est de se dire, c'est hyper facile pour nous occidentaux de aujourd'hui trouver que finalement il n'y a pas tellement de problèmes, quoi. Il y a 2 ans, le gouvernement tunisien nous disait notre priorité nationale pour nous, c'est la réduction des inégalités. Et en particulier des inégalités entre, disons, la femme tunisienne pauvre qui vit en milieu rural à l'intérieur des terres et l'homme d'affaires tunisien riche qui vit sur la côte. De 2015 à 2019, Gaël a été chef économiste de l'Agence française pour le développement. Et puis il y a 1 an, le gouvernement tunisien nous a dit bon, c'est très important les inégalités, mais enfin il y a bien plus grave aujourd'hui, c'est le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau potable pour l'agriculture notamment, mais également pour la population. Et en fait ça vaut pour la totalité du Maghreb, qui va dans les années et les décennies qui viennent être très très durement impacté par le dérèglement du cycle de l'eau. Nous, on le ressent depuis longtemps, parce que nous, quand on n'a plus d'eau chez nous, en fait, il n'y a plus d'eau chez nous. Voilà. Donc, voilà. Et c'est une évolution palpable sur ces 10 dernières années. On a dû enterrer une cuve de 5000 litres, parce qu'on ne passe pas l'été, en fait, avec 2000 litres de réserve. On ne passait pas l'été. Par conviction écologique, Marion et sa famille habitent depuis près de 20 ans dans un lieu retiré, au cœur des montagnes d'Alsace. Et quand on est dans cette situation, moi je sais qu'au début des problèmes avec l'eau, je me suis retrouvée une fois dans une espèce d'image surréaliste, moi à la lampe frontale, à 1h du matin au milieu de la forêt, à déblayer ma source pour essayer de voir en fait où était le problème, quoi. Et en fait le problème était simple, elle coulait plus. Et ma consolation dans cet instant-là, c'était quand même de me dire, il n'y a quand même pas absolument de raison que ce soit toujours sur les mêmes que ça tombe, quoi. C'est-à-dire, je trouvais ça assez sain qu'il commence à y avoir des occidentaux qui se disent où est l'eau et comment je vais faire. Et donc à la fois j'étais profondément angoissée, j'étais vraiment en panique, quoi. Et à la fois je me disais mais il n'y a absolument aucune raison que ça tombe pas quand même sur toi, ma petite bourgeoise préférée, quoi. One of the reasons why
The climate change issue is such a very real issue. We care about the climate crisis a lot in my country. It's because we live it every day. We live through tragedy. We stand up, pick up the pieces, and move on. And then hope and pray that it doesn't come again. Je crois que ce que vivent certaines personnes liées à la crise écologique aujourd'hui dans le monde et ce qu'on va être amené à vivre dans le futur en termes voilà, de déstructuration, de dévastation est énorme. Il y a des zones de la planète qui vont devenir inhabitables à cause de la conjonction augmentation de la température, humidité. Grande partie de l'Amazonie, une bonne partie du bassin du Congo, tout le littoral indien, toute l'Asie du Sud-Est. Ça va évidemment occasionner des migrations gigantesques. La Banque mondiale parle de 2,5 milliards de réfugiés climatiques, mais probablement que ce sera davantage. Je suis passée un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'est vrai que c'est pas voilà, il y a quand même des phases avec des prises de conscience certains jours qui sont lourdes et qui sont angoissantes. Moi ça a été assez concomitant aussi toute cette prise de conscience avec la grossesse et puis l'arrivée de mon fils aîné et puis avec cet arrière-fond de découverte d'une crise dont j'avais pas fait finalement, je connaissais un peu voilà ce qu'on en dit, mais j'avais pas pris la mesure en fait de la profondeur, de la gravité de la situation. Et par exemple quand on étudie les mécanismes du trauma. Diplômé entre autres en sciences politiques, gestion de l'environnement et psychomotricité, Laurent est actif comme enseignant, thérapeute, chercheur indépendant, facilitateur en intelligence collective, mais aussi comme ambulancier, constructeur de yourtes et j'en passe. Donc le trauma pour une personne, je pense qu'on peut vraiment appliquer ça à une organisation, à une société. On voit que le trauma vient d'une non-préparation, de se retrouver face à une situation qui était complètement impensable. Donc ça demande du temps pour réceptionner ça. Moi je sais quand j'ai lu le bouquin de Pablo sur l'effondrement, j'ai fait 1 mois de cauchemar non-stop. C'est-à-dire que la journée ça allait bien, j'avais mis mes systèmes de défense en marche, évitement, sur-travail, etc., etc. Et puis la nuit, je vivais des cataclysmes nucléaires, je me suis noyée plusieurs fois, il y a eu des guerres, des armes, je passe les détails. Disons que je l'ai vécu dans ma chair. Le matin, je me réveillais, j'étais en sueur et je tremblais. Et je pleurais et je me suis dit, c'est quoi qui m'arrive ? Et là, je dirais qu'au niveau de prise de conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, je l'ai vécu dans mes cellules. Et vraiment contre ma volonté. J'ai rien provoqué. Et donc j'ai passé 1 mois comme ça, et au bout d'1 mois, je les ai appelés quand même. J'ai dit, mais vous n'avez pas un antidote là ? Parce que moi, ça ne va plus du tout là. J'arrive plus à gérer. Donc je pense qu'on a du boulot à essayer de réduire cet écart-là, en tout cas de préparer les personnes le plus possible à regarder, la structure est en train d'être à bout de souffle. Il va falloir bouger, changer, faire autrement.